Salut tout le monde, Jérôme Bérubé de retour pour le deuxième épisode de Zone Junior. Merci à tous ceux qui ont écouté le premier épisode et aussi à ceux qui sont abonnés à la chaîne. Il nous manque une quinzaine d'abonnés environ pour se rendre à 500 abonnés sur YouTube. Donc, c'est pas mal cool. Pour ceux qui sont moins fans de YouTube, le podcast est aussi disponible sur Spotify. La raison pourquoi c'est seulement sur Spotify, c'est que Spotify, je peux mettre la vidéo sur Spotify et souvent, à l'occasion, le podcast va être vraiment, je vais vraiment utiliser des aspects visuels pour la vidéo. Donc, des fois, je vais pouvoir regarder des matchs d'espoir avec vous ici. Donc, évidemment, si le podcast est en audio, c'est pas vraiment la meilleure affaire. Donc, c'est je vais regarder le podcast sur Spotify et YouTube uniquement. Hem, donc aujourd'hui, je vais vous parler de 2 sujets. Heu, le deuxième sujet, en fin de compte, ça va être sur une recherche que j'ai faite dans les dernières années. C'est une tendance que j'ai remarquée avec les équipes de la Ligue nationale et le repêchage, en ce qui est en rapport avec les petits défenseurs, les défenseurs moins typiés. Donc, je vais vous en parler en deuxième partie, de l'émission. Mais avant, je vais vous parler, comme premier sujet du, du match des espoirs, du match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey. Fait peut-être, près de 20 ans que ça existe. Tu avais le match des meilleurs espoirs qui réunissait les meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey, donc ceux de la Ligue de l'Ouest, de la Ligue d'Ontario et ici au Québec, puis les Maritimes. Donc ça change un peu cette année. Évidemment, cette année, le nouveau format, on va rentrer l'équipe nationale américaine dans le portrait. Donc, on va une équipe à la Ligue canadienne, des meilleurs espoirs, va affronter l'équipe nationale américaine. On sait que ça va être 2 parties. Hem, Ça va être vers la fin du mois de novembre. De ce que je comprends, ça va être vers possiblement la dernière semaine du mois de novembre ou l'avant-dernière semaine, mais si je me fie à l'horaire de l'équipe américaine, puis on peut aller voir l'horaire ici, si on hem, fait que si on se fie au tableau ici que j'ai, ça c'est l'horaire de l'équipe américaine des moins de 18 ans et des moins de 17 ans ici. Mais si on va voir vers la fin du mois, hem, l'équipe américaine joue un match le 21 novembre contre, Michigan State, puis après ça, ils n'ont rien à l'horaire après ça. Fait que je suis pas mal sûr que ça indique que la dernière, semaine du mois de novembre, c'est à ce moment-là que le match des espoirs, va avoir lieu. Hem, donc, et aussi j'ai entendu parler que ça serait en Ontario. Évidemment, l'équipe américaine est basée à Plymouth, au Michigan. Donc c'est assez facile, pour eux de voyager en Ontario, beaucoup plus facile en fait, hem, d'aller, à 2 villes en Ontario. Puis de ce que j'ai compris, ce serait Oshawa et London, les 2 villes, mais rien de confirmé encore, mais hem, ça s'enligne vers ça pour, hem, pour, hem, pour ce match-là. Pour ces matchs-là, en fin de compte, il y en a 2. Comme je vous disais, je suis pas sûr si ça va être seulement une équipe de la Ligue canadienne de hockey qui va jouer ces matchs-là ou 2. Parce qu'il y a 2 matchs. Est-ce qu'ils vont, hem, diviser l'équipe en 2? Parce qu'on se souvient, les années passées, il y avait toujours 2 équipes qui s'affrontaient. Donc ça f environ, tu avais 44-45 joueurs qui jouaient dans ces matchs-là. Si on y va seulement avec une équipe, ça voudrait dire que, il y a une vingtaine de joueurs qui n'auraient pas la chance de jouer dans ce match-là. Est-ce que c'est vers ça qu'on se dirige? Je ne sais pas. Évidemment, si tu as une deuxième équipe, ça fait un peu plus de coûts reliés à ça. Est-ce qu'on va être tenté
il a un peu coupé les coûts pour ça parce que, hem, évidemment, il faut qu'il tu sais, tous les coûts qui reviennent à ça, les vols d'avion, hem, les hôtels. Donc, évidemment, c'est 2 équipes, mais ça vient peut-être compliqué avec 2 équipes, qui viendraient de la Ligue canadienne. Puis une chose qui est intéressante pour moi là-dedans, puis je vais y aller comme si ça serait juste une équipe qui jouerait contre l'équipe américaine, les 2 parties. Évidemment, les parties devraient être habituellement, là, les parties des meilleurs espoirs, c'était le mardi de la semaine. Fait s'il y a 2 parties, j'imagine que ce serait le mardi et le mercredi, deux matchs en 2 soirs. Hem, S'il y a 2 équipes, est-ce que les Américains seraient contents d'affronter une 2e équipe complètement différente le deuxième soir? Je sais pas. C'est sûr que ça doit faire partie des négociations qui ont lieu entre les 2 équipes. Mais s'il y a juste une équipe, on va on va y aller comme qu'il y aurait juste une équipe. Je pense que ça va être très intéressant de voir les sélections de joueurs. Hem, Déjà qu'au mois de janvier, il y a beaucoup de critiques, beaucoup de monde qui: «Ah, on a oublié tel gars, lui, il devrait être là, lui, pourquoi il est là?» Ça, c'est au mois de janvier. Imagine au mois de novembre. C'est J'imagine qu'on va annoncer l'alignement, au début du mois de novembre. Si la partie est au fin du mois. Donc j'imagine, heu, si c'est le cas, ça va faire peut-être entre 4 et 6 semaines que la saison est commencée pour toutes les ligues, environ. C'est environ 6 semaines maximum. Hem, c'est sûr qu'il va y avoir des joueurs qui vont être oubliés, puis on va arriver au repêchage, tu sais, 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, puis on va faire, hem: «Hey, pourquoi ce gars-là était pas au match des espoirs contre l'équipe américaine?» C'est sûr que ça va arriver, puis c'est ça se peut que ce soit des joueurs, du Québec, puis c'est moi j'appelle ça le festival du déchirage de chemise. Ça va arriver un peu comme qu'on a vu l'année passée avec, Justin Poirier, tu sais, beaucoup de monde était frustré qu'il était pas là. Les chances que ça arrive encore cette année sont encore là, puis encore plus grandes s'il y a une équipe, puis tu sais, si un joueur a un mauvais début de saison, ça se peut qu'il soit ignoré pour cette équipe-là. Quelqu'un qui était sur le Peut-être qu'on pensait qu'il serait sur le bord de faire l'équipe, puis un mauvais début de saison, ben là, tu sais, ça aide pas la cause. Tu sais, il va juste avoir 4 à tu sais, 6 semaines maximum pour se faire valoir pour faire cette équipe-là. Hem, Ça pourrait arriver qu'il y ait des joueurs qui soient ignorés pour cette partie-là et au repêchage 2025, ces mêmes joueurs-là sortent peut-être en première ronde, en deuxième ronde, puis là, ben, c'est ça, c'est le risque que tu fais c'est le risque qu'il y a quand tu fais un match d'espoir aussi tôt dans l'année. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer du mois de novembre jusqu'au mois de juin. Hem, Fait que ça va être intéressant. Évidemment, le conseil que je donnerais aux joueurs, c'est d'avoir un bon début de saison, ça de mettre les meilleures chances de leur côté. Hem, une suggestion que moi j'ai, c'est que peut-être au mois de janvier, si on va prendre la Ligue junior majeure du Québec, par exemple, là. Évidemment, on va se concentrer plus sur cette ligue-là. Moi, j'aimerais ça qu'au mois de janvier, il y ait un autre match des espoirs, mais juste des espoirs de la Ligue junior majeure du Québec. Là, tu vas me dire: «Jérôme, 2 équipes, 40 joueurs, mettons». Heu, L'année passée, il y a eu 15 joueurs à la Ligue junior majeure du Québec repêchés. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire un match des meilleurs espoirs quand, tu sais, même pas 50 d'entre eux vont être repêchés? Puis moi, je dis oui. Je dis oui parce que faut donner la visibilité. En anglais, on va appeler ça du exposure. On Ce match-là, on pourrait appeler ça un showcase. Il faut donner une meilleure visibilité aux joueurs. Puis ça, tu fais ça, tu sais, dans un match comme ça. Puis c'est pas un match d'étoiles, là. C'est un match que tu invites tous les recruteurs de la Ligue nationale. Puis tu sais, évidemment, les recruteurs du Québec, des Maritimes vont être là. Mais aussi, tu sais, la chose importante, c'est d'inviter les décideurs des équipes. Tu sais,
ton scout du Québec il va connaître tous les joueurs de la ligue. Mais, il faut qu'il réussisse à vendre sa salade à son dirigeant. Fait que si tu fais une partie, puis tous les joueurs de la Ligue junior majeure du Québec pour le repêchage sont là. Les meilleurs, les scouts, les dirigeants vont être là. Hem, Puis ça donne juste une partie de plus à un joueur qui joue peut-être à Rouyn-Noranda, qui joue peut-être à Charlottetown, peu importe où qui joue. C'est une partie avec qui va être il va y avoir plein de recruteurs, dans l'aréna. Les médias il va y avoir beaucoup de médias qui vont être là. Hem, les fans vont être présents. Puis, c'est possiblement une partie que tu peux faire passer sur, le réseau de télévision, ça devrait être RDS ou TSN, là. C'est une partie que tu peux faire, je vais pas faire de la peine, mais c'est juste, je vais pas faire de la peine au petit marché, mais c'est une partie qu'il faut que tu fasses où il y a beaucoup de médias. Tu veux le maximum de couverture, fait que ça peut être une partie à Québec, au Centre Vidéotron, ça peut être une partie à on sait pas, peut-être au Centre Bell, peut-être à la Place Bell, mais c'est une partie, il faut que tu fasses dans un marché central, selon moi. Avoir le maximum de visibilité pour cette partie-là avec, puis les médias vont jouer leur rôle là-dedans. Fait que je pense que que c'est, ça serait une bonne opportunité pour la ligue de faire ça. Évidemment, comme je disais, c'est une quarantaine de joueurs. Hem, on se le cachera pas, là. C'est pas les 40 joueurs qui vont être repêchés à cause d'une partie comme ça, mais ça peut aider un peu, certains d'entre eux. Hem, J'inviterai aussi des joueurs de 20 ans dans cette partie-là. Des part pas beaucoup, mais ceux qu'on pense qu'ils ont peut-être des chances de signer des contrats, avec des équipes de la Ligue nationale ou des contrats pro, c'est peut-être des contrats de Ligue américaine. Hem, ça leur donnerait un autre une belle visibilité pour se faire voir, aussi. Parce qu'on se le cachera pas, là, trouver 40 joueurs, hem, éligibles pour le repêchage, je pense que ce serait une belle vitrine pour les joueurs de 20 ans. Il n'y en aura pas beaucoup, là, évidemment. Mais tu sais, à chaque année, il y a peut-être 3, 4, 5 qui signent des contrats pro. On l'a vu l'année passée avec, Michael Dutier à Drummondville, hem, Rollins, qui était à Caddy Batters qui a signé avec, Tampa Bay. Donc, il y en a chaque année des gars comme ça. Puis même, tu pourrais même rajouter des joueurs de 16 ans qui performent bien dans la ligue. Pas beaucoup, mais si tu as un joueur de 16 ans je sais pas moi, qui est pour 1 point par match, pourquoi pas? Pas obligé d'en avoir beaucoup, mais tu sais, s'il y en a 2 ou 3 qui performent super bien, ben, tu peux les inviter. Puis, tu sais, c'est une belle visibilité pour ces joueurs-là aussi. Donc c'est ça. Tu sais, je pense un Maddox Dagenet cette année. S'il fait bien avec les Remparts à son année 16 ans, mais pourquoi pas? Tu es là pour montrer le talent de ta ligue. Hem, c'est sûr que tu n'auras pas les joueurs déjà repêchés dans cette rencontre-là. C'est sûr que si tu avais les joueurs repêchés, le tu sais, le niveau de jeu de cette partie-là serait meilleur, mais le but premier de cette ligue-là, c'est de faire une belle visibilité aux joueurs qui sont pas repêchés, à des joueurs de 20 ans aussi, aussi pour se faire signer, dans la Ligue nationale. Fait que c'est puis en même temps, ces joueurs-là, ils ont tout à gagner. Les joueurs pour le repêchage, les joueurs de 20 ans. Si tu ramènes les joueurs qui sont déjà repêchés, tu sais, ils vont bien jouer, ça va être des professionnels. Mais tu sais, ils ont pas grand-chose à gagner dans une partie comme ça. C'est comme des parties d'étoiles. Tu sais, c'est pas très super compétitif. Tu sais, oui, ils vont démontrer leur talent, mais tu sais, tu veux une vraie game d'hockey. Puis les games d'étoiles, c'est pas vraiment des games d'hockey. Fait que le but de ce showcase, pour moi, ça serait d'améliorer, hem, la visibilité de certains joueurs. C'est sûr que les gars, tu sais, les Elliott Desnoyers, ils auront pas besoin de plus de visibilité. Hem, mais c'est peut-être plus pour ceux qui sont
plus loin dans le repêchage, ou même des gars on pense pas qu'ils vont être repêchés, puis ils ont une grosse partie. Là, ça fait réfléchir. Ils vont te faire réfléchir un peu. Comme, ah, je pensais pas que c'était un gars que je voulais repêcher. Puis là, il m'a montré des choses qu'il m'avait pas démontrées durant la saison à soir. Fait on va peut-être garder un œil sur lui en deuxième moitié de saison. Fait que je vois ça un peu comme ça. Euh, Est-ce que ça va arriver? Je sais pas. C'est une idée que je lance comme ça. Si le match des espoirs contre l'équipe américaine est au mois de novembre, comme on m'a dit, je pense que ce serait intéressant de faire de quoi au mois de janvier avec euh, dans chaque ligue. Je comprends qu'il n'y aura pas un autre match d'espoir contre la Ligue junior majeure du Québec, contre l'Ontario, contre la Ligue de l'Ouest. Je comprends que ça n'arrivera pas, mais dans chaque ligue, je pense qu'il devrait faire de quoi au mois de janvier, comme pour une espèce de showcase là, pour démontrer un peu plus, donner un peu de visibilité à certains joueurs pour le repêchage qui peut-être qu'ils n'ont un peu moins durant l'année. Donc, c'est un peu à ça que j'ai pensé comme une idée. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Mais je trouvais que si on y voit avec juste une équipe de la Ligue canadienne de hockey pour affronter l'équipe américaine, je pense que d'autres joueurs qui méritent d'avoir un peu plus de un meilleur showcase plus tard durant l'année. Oui, on voit les joueurs dans leur ligue, mais c'est le fun d'un peu de les voir jouer avec les meilleurs. Um, Puis, honnêtement, moi, j'étais un gros fan des showcases, mais il faut que ça joue du vrai hockey. Un showcase, ça joue pas très intense, puis ça m'intéresse pas. Puis je trouvais que les matchs d'espoir de la Ligue canadienne de hockey dernièrement, là, ça ressemblait de plus en plus à des matchs d'étoiles. Euh, Ça jouait un peu soft. Puis j'étais pas un grand fan de ça. Fait que je suis content qu'ils ont changé le format avec l'équipe américaine qui embarque dans le projet. Mais c'est ça. Je pense que les trois ligues canadiennes vont devoir trouver un autre moyen de montrer un peu plus de talent qui viennent de leur ligue. Puis, en tout cas, si je serais mettons, la Ligue junior majeure du Québec, ben, en fait, la Ligue junior maritime du Québec, j'essaierais de faire un espèce de showcase comme que je vous ai parlé. Je pense que ça serait super bon pour démontrer plus le talent qu'on a au travers de la Ligue. Et c'est peut-être découvrir des joueurs qu'on connaît moins, euh, puis leur donner l'opportunité de se faire valoir dans un showcase comme ça. Je pense que ça serait super bon. Maintenant, passons au deuxième sujet de l'émission. Euh, dans les dernières années, j'ai remarqué euh, une espèce de tendance que j'ai vue avec les repêchages de la Ligue nationale. C'était depuis environ 2021, j'ai remarqué que les petits défenseurs, donc les défenseurs de moins de 6 pieds, euh, se faisaient repêcher de moins en moins dans la Ligue nationale. Euh, donc, j'ai un petit tableau que je vais vous montrer pour vous expliquer un peu euh, ce que j'ai remarqué. Voici le tableau. Je vais vous expliquer. Bon, première colonne à gauche, c'est la ligne de repêchage. Et la deuxième colonne, c'est les défenseurs de moins de 6 pieds qui se font repêcher. Fait qu'évidemment, si on en regarde au début des années 2000, c'est pas super important. C'est entre 5 et 10 par année. En 2007-2008, quelques équipes ont commencé à comprendre que les petits défenseurs pouvaient avoir une valeur dans la Ligue nationale. C'est surtout à l'époque, euh, les gros défenseurs mobiles, c'était quelque chose de rare. Tu sais, en 2009, un Victor Edmond se fait repêcher, 6 pieds, 6 pouces. Mais, c'était vraiment il était rare, les défenseurs comme lui. Certaines équipes ont compris avant d'autres euh, que la plupart des gros défenseurs, c'était juste des gros défenseurs défensifs, robustes, mais c'était pas des gars mobiles, c'était pas des gars bons avec la rondelle. Fait que je pense que certaines équipes avaient trouvé, le hockey devenait de plus en plus rapide
et avec un petit défenseur mobile qui bouge la rondelle rapidement, je pense qu'il était, hem, de plus en plus capable de trouver des failles dans le tu sais, pour battre l'adversaire. Fait que je vais vous donner un exemple. Certaines équipes commençaient à repêcher des petits défenseurs et mais tu avais prenez le Canadien de Montréal, par exemple. En 2010, ils repêchent Jarrett Tinordi. Puis si Jarrett Tinordi avait été éligible en 2002, c'est un choix qui aurait fait tout le sens du monde. Mais en 2010, la game commençait à changer. La game devenait de plus en plus rapide. Il fallait que tu sois capable de bouger la rondelle rapidement. Il fallait que tu sois un bon patineur. Puis Tinordi, c'était pas un mauvais patineur pour un gars de 6 pieds 6, mais tu sais, c'était pas si bon que ça. Tu sais, on va se le dire. Puis, tu sais, il a comme été repêché dans le. Il y avait comme une nouvelle ère des jeunes, des petits défenseurs qui commençaient. Puis, tu as vu certaines équipes repêcher des petits défenseurs qui ont du succès avec eux. Puis, des gars comme Thénardier que le Canadien a repêché, tu sais, ça n'a pas marché. Parce que le hockey commençait à changer. Puis, des gars comme lui, ils devenaient de moins en moins utiles à des équipes de la Ligue nationale. Tu sais, il était utile. Tu sais, Thénardier joue encore. Il est utile parce qu'il est tough. Puis il est quand même capable de défendre, mais tu c'est un joueur de profondeur, là. Tu n'empêches pas un joueur de profondeur en 1 ronde, évidemment. Fait que si on continue avec le tableau aussi, hem, ça a vraiment commencé aussi à prendre encore plus, d'envergure, les petits défenseurs, en 2012. Tu vois, 14 en 2012, 14 en 2013, 13 en 2014, 10 en 2015. Évidemment, des chiffres. Il faut que tu aies les défenseurs avec du potentiel pour les repêcher. Fait que d'année en année, ça peut changer, évidemment. Hem, tu as beau vouloir repêcher un bon petit défenseur offensif qui est mobile, mais s'il y en a pas, tu peux pas les repêcher. Fait que d'année en année, ça peut changer comme ça aussi. À partir de 2016, on a continué à augmenter. 16 en 2016, 19 en 2017, 18 en 2022, 20 en 2019, 18 en 2020. Et là, on était environ une moyenne de 20 par année ici. Je vais vous montrer le repêchage de 2018 juste pour vous donner un exemple. Hem, OK. Fait que je pense que vous voyez bien. Fait que si on regarde juste les défenseurs, juste pour la première ronde, OK? On a eu 7 défenseurs en 2018 qui ont été repêchés. Quinn Hughes, évidemment, choix on peut rien dire contre cette sélection-là, évidemment. C'est un joueur qui aurait dû sortir plus haut que 7 là, si on fait un redraft, là. Hem, Après ça, Alan Bovis, 8e rang, petit défenseur, ça a pas marché. On continue. Ty Smith, au 17e rang, petit défenseur, ça a pas marché. Ryan Merkley, 21e rang, petit défenseur, ça a pas marché. Celui-là, c'est peut-être un des pires choix de l'histoire, là. Honnêtement, Ryan Merkley, là, je me souviens, nous, à Hockey Prospect, qui était 70e sur notre liste. On était, très surpris quand on a vu San Jose le repêcher, mais on savait qu'il y aurait une équipe qui le prendrait pareil, mais regarde, on est 6 ans plus tard, puis ça fait déjà 2 ans qu'il joue en KHL. Fait qu'on on savait que ce serait pas, un bon choix. Si on continue, vers la fin de la première ronde, tu as eu 3 autres défenseurs repêchés, hem, 27, 28, 29e rang. 3 petits défenseurs, Nicolas Baudin, Nils Lundkvist, Rasmus Sandin. Fait évidemment, Nicolas Baudin à Chicago, ça a pas marché. Nils Lundkvist avec les Rangers, c'était un gars qu'on aimait. Super intelligent, mais tu sais, à date, dans la Ligue nationale, ça a juste pas fonctionné. Tu sais, c'est un joueur de profondeur. Hem, Puis Rasmus Sandin à Toronto, tu sais, c'est un gars qui a quand même du talent. Hem, mais ça reste que qu'il est pas capable de performer, il est pas capable de remplir les attentes que le monde ont. Puis une des raisons, c'est que son coup de patin est, tu sais, en dessous de la moyenne pour un
Surtout pour un défenseur de 5 pieds 11. Donc, ça vous donne une idée. Comme sur 7 défenseurs, il y en a un qui a rempli les attentes. Fait que ça laisse un peu des traces dans la tête des joueurs, des dirigeants. Puis, qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est quand on regarde les gagnants de la Coupe Stanley. 2019, Saint-Louis gagne avec une grosse défensive. Tampa Bay gagne en 2020 et 2021 avec une grosse défensive. Colorado gagne en 2022. Oui, ils ont Cale Makar, qui est un défenseur de moins de 6 pieds, mais c'est le meilleur défenseur de la ligue. C'est un joueur exceptionnel, c'est un gars qui s'en va autant de la renommée. Donc, je pense pas que ça peut compter. Puis le reste de leur défensive, il y avait des gros bonhommes en défensive. Colorado. Vegas en 2023, une défensive immense. Puis Floride l'année passée, Floride, c'est un peu un mix des deux. Oui, il y avait des gros bonhommes en défensive, mais il y avait aussi des défenseurs un peu plus petits, mais pas des défenseurs en bas de 6 pieds, mais des gars de 6 pieds 1, comme Forsling, Montour. Donc, Floride a un peu un mix des deux, mais il n'était pas nécessairement une petite défensive aussi. Puis, Colorado a gagné la Coupe en 2022 avec McCarr. Girard était là, mais il ne jouait pas. Il était blessé. Et on a vu qu'est-ce que Colorado a essayé cette année. Il y avait McCarr, il y avait Girard qui jouait. Ils sont allés chercher aussi Nathan Walker, qui est un autre petit défenseur. Fait que sur leur top 6, il y avait 3 défenseurs de moins de 6 pieds. Et ça n'a juste pas marché, évidemment. Ils se sont fait battre en série, puis est-ce qu'ils ont perdu à cause de ça? Je sais pas, mais c'est pas nécessairement ça serait pas comme ça que j'essaierais de construire ma défensive avec 3 défenseurs de moins de 6 pieds dans mon top 6. Évidemment, McCarr est incroyable, puis lui est là, mais moi, j'essaierais d'entourer McCarr avec des gars avec un peu plus de gabarit. Une chose aussi que j'ai remarqué, puis, tu sais, environ les années 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, ces années-là, on a commencé à voir la nouvelle ère des défenseurs de la Ligue, ce qui étaient les petits défenseurs mobiles, offensifs, qui pouvaient emmener l'attaque de la ligne bleue. Parce que à l'époque, les gros défenseurs ne pouvaient pas faire ça. À l'époque, puis ça, c'était le cas dans les années 90, début des années 2000, les gros défenseurs de la Ligue nationale, c'était pas des gars mobiles, c'était pas des gars avec des bons jeux de pied, c'était pas des gars qui pouvaient faire bouger la rondelle, c'était pas nécessairement des gars pour l'avantage numérique. S'ils étaient sur l'avantage numérique, c'est parce qu'il y avait un gros shot. Il y avait un gros lancer. Pensez à Sheldon Surrey avec le Canadien. Il était sur l'avantage numérique, il se plaçait, puis Markov, lui, il envoyait une passe, il faisait un tir sur réception, puis c'était dans le but. C'était un peu ça, l'utilité de ce que Sheldon Surrey avec le Canadien sur l'avantage numérique. Puis c'était le cas pour d'autres joueurs ailleurs dans la ligue. Donc, tranquillement, moi, j'ai aperçu ça en voyant dans l'hockey mineur, les jeunes prospects pour le repêchage. On a eu Victor Edmond en 2009. Mais dans les 5-6 dernières années, comme je vous le disais avant, en 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, on a commencé à voir les petits défenseurs faire plus leur marque, surtout au repêchage. Puis il y en a ça a bien fonctionné dans les ligues nationales, d'autres moins. Mais là, tranquillement, on a vu comme une autre ère de défenseurs commencer à faire leur marque au repêchage, puis ensuite la ligne nationale. Puis ça, c'est les gros défenseurs mobiles. Fait que ces gros défenseurs mobiles-là, qu'est-ce qu'ils ont? C'est Ils patinaient aussi vite, aussi bien que les petits défenseurs. Leurs habiletés avec la rondelle étaient aussi meilleures que les petits défenseurs. Leur jeu de pied, aussi meilleur que les petits défenseurs. Fait que là, les équipes regardaient ça et se disaient OK, à moins que le petit défenseur soit un défenseur élite à la McCarr, à la Alan Fox, à la Quinn Hughes,
Peut-être qu'on va rentrer Lane Hudson dans cette catégorie-là un jour. Pourquoi je voudrais d'un petit défenseur? De un, on a comme 4-5 équipes qui ont gagné la coupe depuis 2019 qui étaient bâties avec une grosse défensive. Fait qu'on on a la preuve que ça marche, qu'on peut gagner une coupe cette année avec ce modèle-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, on a commencé à avoir des gros défenseurs mobiles qui faisaient tout ce que les petits défenseurs pouvaient faire, mais c'était des gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5, 6 pieds 6. Donc, les équipes se sont comme dit pourquoi, pourquoi je repêcherais un petit défenseur quand je peux avoir un gros défenseur qui fait tout ce que le petit défenseur fait, mais mon gros défenseur peut défendre, peut jouer une game physique, peut jouer 25, 26, 27 minutes par game en série. Euh, c'est une chose que je n'ai pas mentionnée, mais on a remarqué que les petits défenseurs en série, ça venait de plus en plus difficile pour eux. Le jeu est tellement physique, est tellement épuisant, puis tu as des parties aux 2 jours, euh, puis le voyagement dans tout ça, ça venait. Les petits défenseurs, regarde, on peut prendre par exemple Quinn Hughes. C'est encore difficile pour Quinn Hughes en série parce qu'il va souvent comme réussir à performer un jour au niveau de son talent en série. Peut-être qu'avec euh, un meilleur environnement autour de lui. Je suis pas sûr de le faire jouer avec un autre défenseur de juste 6 pieds. Avec lui, c'est la meilleure chose, honnêtement. J'aimerais ça le voir jouer avec un. S'il pourrait jouer avec un gars de 6 et 3, 6 et 4, ça l'aiderait beaucoup. Philippe Ronek, c'est un bon défenseur. Ils ont bien joué en saison, mais en série, les deux ensemble, c'était difficile. Puis, mais c'est ça. Euh, Ce que je voulais dire, c'est que les gros défenseurs, de plus en plus, on les voit, sont aussi rapides, aussi agiles, aussi habiles avec la rondelle que les petits défenseurs. Mais ils ont le gabarit, sont capables de prendre des minutes. Euh, c'est ça qu'on voit avec le repêchage, la Ligue nationale. Là. C'est, euh, Puis je vais retourner au tableau juste pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé dans les 3-4 dernières années. Laissez-moi le grossir un peu ici. Donc, et voilà. Donc, si on arrive à 2000, comme je vous ai parlé, à partir de 2021, c'est là qu'on a vu que ça a commencé à descendre. 2021, 11 défenseurs. Fait que c'est quand même une bonne. En 2018, on est 22. Puis 3 ans plus tard, 50% moins qui sont repêchés. Euh, 2022, 11. On reste à 11. 2023, on reste à 10. Mais on tombe à 10. Fait que là, on a vu, là, c'est plus qu'une tendance. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, comme tout ce que j'ai mentionné. Les équipes ont regardé des équipes gagner la coupe avec des grosses équipes. Les gros défenseurs sont de plus en plus mobiles, bons avec la rondelle. Leurs qualités athlétiques sont tellement bonnes. Euh, Ils font tout ce que les petits défenseurs peuvent faire et ont le gabarit, la force physique, les habiletés pour défendre. Euh, donc, de plus en plus, ça vient difficile pour les petits défenseurs de percer. Euh, Si on les compare à des gros défenseurs. Évidemment, tu ne repêches pas un gros défenseur juste parce qu'il est gros. Faut que tu comprennes un peu la game. Tu sais, je ne vais pas repêcher un gros défenseur qui est pas capable de patiner. Mais avec le niveau d'athlétisme qu'on voit présentement avec les gros défenseurs, puis je trouve que de plus en plus, les jeunes joueurs ont des skill coachs, des coachs d'habileté à un jeune âge. Puis tu vois la grosse différence, là. Euh, tu sais, je pourrais te donner des gars je pourrais te donner des gars qui ont été repêchés dernièrement, là, mettons un Simon Edvinson par Détroit, un Dimitri Simachev à Arizona, qui est maintenant à Utah. Tu sais, c'est 2 gars énormes, là. Simachev, 6 et 5, Edvinson, 6 et 6. Les 2 ont un super bon coup de patin.
Mais surtout Sinachev. Sinachev, son coup de patin est hallucinant. Euh, mais la chose, c'est que les deux ont des super de bonnes mains. Comme un contre un, ils sont très dangereux parce qu'ils peuvent défier n'importe qui un contre un. Puis évidemment, c'est deux gars qui excellent en défensive. Euh, Puis un autre pour le dernier repêchage, Sam Dickinson, même chose. Like, c'est un défenseur de quoi? 6 et 3, ben, super bon coup de patin. Euh, Fait que mon message là-dedans, c'est. Puis on va terminer dans pas long, là. Mon message, c'est ça devient de plus en plus difficile pour les petits défenseurs de percer. Il faut vraiment que tu sois bon. Il faut vraiment que tu sois excellent. Il faut que tu sois un défenseur élite ou excellent. Mais tu sais, j'avais écrit dans un article pour Hockey Prospect il y a peut-être 2 ans, c'est les petits défenseurs moyens, c'est eux qui disparaissent de la ligne nationale. Fait que si tu es un petit défenseur, mettons, tu as des bonnes habiletés offensives, euh, mais t'es pas vraiment un patineur qui ressort. C'est à moins que tu sois élite offensivement, les équipes vont, vont pas te repêcher haut ou vont pas te repêcher pantoute. Il y a toujours des exceptions. Pour moi, une des plus grandes exceptions, c'est Adam Fox. Adam Fox, pour moi, c'est le défenseur le plus intelligent dans le hockey. Peut-être le joueur le plus intelligent, mais tu sais, à son gabarit et avec son coup de patin, il n'est pas supposé être aussi bon que ça. Euh, Puis il démontre année après année. C'est un défenseur incroyable, mais il est pas si son intelligence serait juste bonne, je pense pas qu'il serait à ce niveau-là parce que c'est pas un gars super athlétique, c'est pas un gars qui a des skills incroyables non plus. Il est tellement intelligent. Puis les Nathan est un peu dans cette catégorie-là, honnêtement. On verra si dans une couple d'années, il va jouer à ce niveau-là, mais c'est un petit défenseur. C'est pas un coup de patin extraordinaire. Habituellement, ces gars-là jouent pas. Mais Hudson est tellement intelligent. Puis, honnêtement, il y a plus de talent brut qu'Alan Fox, je pense. Fait qu'on va voir. Peut-être qu'il va être capable de jouer à ce niveau-là. Mais ça reste que les gars comme ça, c'est l'exception à la règle. Fait que si on continue, juste pour continuer le tableau aussi, 2023, comme je dis le 10, on arrive en 2024. Regardez le chiffre. 3. 3 défenseurs de moins de 6 pieds qui ont été repêchés l'année passée. Euh, c'est quand même incroyable. Quand tu penses qu'en 2018, on a eu 22, puis 6 ans plus tard, on a 3. Plusieurs facteurs qui rentrent là-dedans, évidemment. Ça se peut que les petits défenseurs en 2024 étaient juste pas bons. Ils étaient juste pas assez bons pour le repêchage de la Ligue nationale. Tu sais, il y a peut-être un ou deux que tu dis, ah, il aurait pas été repêché, lui. Mais tu sais, même s'il y en a 5-6, c'est une méchante drop depuis 2022. Euh, Fait que c'est un peu ça. Je vais vous enlever le tableau aussi, là, mais fait que c'est ça. Je vais vous donner quelques joueurs depuis 2018 pour moi qui sont des bons exemples de la nouvelle génération des défenseurs avec du gabarit, avec de la mobilité, euh, un niveau d'athlétisme super haut. Euh, 2018. Kendry Miller, c'est peut-être vraiment un des meilleurs exemples que je peux donner pour cette nouvelle génération de défenseurs. Moritz Seider en 2019, c'en était un. En 2018 aussi, Rasmus Dahlin. Jake Sanderson, Kaden Goulet en 2020. C'est des patineurs incroyables, les deux. Puis c'est pas des géants, mais c'est quand même des gars de 6 pieds 3 pouces. Puis dernièrement, ben, évidemment, Simon Evenson, Dimitri Simachev, Anton Siliariev l'année passée, Sam Dickinson, un autre. C'est des gros défenseurs avec des qualités athlétiques incroyables, là. Je pense que les équipes sont fous, ces défenseurs-là. Fait que c'est pas mal ça. Je voulais parler de ce sujet-là. Si j'ai écrit un article là-dessus, comme je vous ai dit, il y a peut-être un an ou deux. C'est en anglais, mais
Je vais le mettre dans la description si vous si vous êtes intéressé par ça, je vais glisser le lien dans la description si ça vous intéresse. Ça va terminer Zone Junior, épisode numéro 2. Encore une fois, merci d'être là. Merci de vous abonner. Si vous pouvez mettre un pouce, un j'aime sur YouTube pour les vidéos, ça va aider à, à faire voir la vidéo à plus de monde possible. Donc, ça m'aide à faire grandir Zone Junior. Et ça va être tout pour cette semaine. Puis on se retrouve pour le prochain épisode la semaine prochaine.